ne font aucun doute. Cependant, même les meilleurs sont aux prises avec cette approche partisane qui vient teinter l'ensemble des travaux quand ce n'est pas carrément contrecarrer l'esprit et la lettre de ce que devait être le Sénat lors de sa création. Rappelons-le, la Constitution ne fait aucunement mention de la nature partisane du Sénat. Or, aujourd'hui, tout le monde est bien en mesure de constater que cette pratique est devenue un véritable cirque politique. Lorsque des personnes non élues et non redevables à la population sont nommées au Sénat, on s'attendrait pour le moins que le processus ressemble, et là je sais que toutes les comparaisons sont boiteuses, mais j'en tente une quand même, à celui d'un avocat ou d'une avocate qui devient juge et qui prend immédiatement une distance par rapport à ses sorties publiques ou à ses opinions publiques. Mais cette Chambre haute, supposée être en quelque sorte la conscience du Parlement et le lieu qui permet un deuxième examen des projets de loi, a perdu toute crédibilité. Les raisons de cette perte de cette crédibilité sont multiples. Permettez-moi de vous en proposer quelques-unes, Monsieur le Président. Lorsque les sénateurs ne sont pas élus, on a un problème de crédibilité. Lorsque les candidats défaits aux élections se retrouvent à la Chambre haute, on a un problème de crédibilité. Lorsque les principaux bailleurs de fonds d'un ou de deux partis se retrouvent au Sénat, on a toujours un sérieux problème de crédibilité. Lorsqu'on nomme des gens pour leur popularité ou leur capacité d'attraction sur l'électorat davantage que pour leurs compétences, on a encore une fois un problème de crédibilité. Quand le Sénat représente une récompense ou un retour d'ascenseur pour service rendu, ai-je besoin de vous dire qu'on a un problème de crédibilité? Lorsqu'un nombre croissant de projets de loi débutent leur cycle de vie au Sénat au lieu d'y être révisés, on a un problème de crédibilité. Et je pourrais poursuivre la liste pratiquement indéfiniment, mais je crois que ces quelques exemples sont nettement suffisants pour que tous comprennent qu'il est temps de passer à autre chose. À ce compte, la position du NPD est bien connue et rallie un nombre de plus en plus grand de citoyens. Il faut abolir, un point, c'est tout, le Sénat. Pour tous ceux qui jouent les vierges offensées lorsque cette proposition vient sur la table, je poserai cette simple question. Quels sont les parlements au Canada qui, ayant aboli leur Chambre haute, tentent par tous les moyens aujourd'hui de la rétablir? Ou bien, où sont les citoyens qui manifestent pour que revienne la Chambre haute dans les parlements provinciaux qui l'ont abolie? Personnellement, j'ai été témoin d'aucune de ces manifestations. Poser la question, Monsieur le Président, c'est y répondre, et c'est bien là le signe d'une institution qui fut créée à une autre époque et qui ne reflète plus les besoins de notre temps. De plus, si l'on tente de faire une adéquation entre le coût du Sénat et sa véritable utilité, là, je crois bien qu'une majorité de Canadiens décrochent et souhaitent que l'on passe à autre chose. Le Sénat, sans scandale, si c'était possible, ça représente quand même entre 90 et 100 millions de dépenses par année. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec ça. Prenons quelques exemples juste pour le plaisir de la chose. Les frais de déplacement de la sénatrice Wallin, par exemple, représentent à eux seuls les impôts fédéraux de 28 familles canadiennes. Ou ce même 350 000 $, c'est aussi l'équivalent de prestations annuelles de la Sécurité de la vieillesse que pourraient recevoir 57 aînés. Et on sait que le gouvernement est fort dans la demi-mesure lorsque vient le temps de sortir les gens de la pauvreté. S'il fallait en plus mettre en corrélation les salaires des sénateurs, leur compte de dépenses et le nombre de jours travaillés, là, je n'ose le dire de peur de choquer les Canadiens, mais allons-y, puisqu'il est temps de mettre fin aux apparences pour porter un regard critique sur l'institution. Eh bien, pour l'année 2011-2012, le nombre moyen de jours travaillés par sénateur était de 56. Ça fait pas pire l'heure. Pour la même année, 19 sénateurs ont raté plus du quart des jours de séance. Je pourrais également dresser une liste des sénateurs les plus dépensiers lors de la dernière élection fédérale, mais déjà, de présenter cette catégorie démontre bien qu'il y a un problème d'objectivité avec cette deuxième chambre supposée représenter la sagesse de notre Parlement. Aujourd'hui, cependant, malgré une volonté ferme du NPD d'abolir cette institution, il faut mettre en place des mesures permettant de mieux gérer les finances et l'éthique de cette Chambre à scandale, car l'abolition devra attendre 2015.
jour où nous remplacerons le gouvernement conservateur empêtré dans ses différents scandales qu'il a lui-même mis en place. Les conservateurs, dans le dernier discours du trône, nous ont encore fait la démonstration de leur stratégie visant à gagner du temps et à mettre les problèmes comme la poussière sous le tapis plutôt que de s'y attaquer. Pas un mot sur les règles qu'ils comptent mettre en place pour solutionner le problème à court terme. Le NPD, jamais à court de bonnes idées, leur propose par le biais de cette motion des solutions simples, efficaces et applicables dès aujourd'hui. Mettre fin au travail partisan des sénateurs. Ça veut dire quoi? Plus de participation aux réunions hebdomadaires du caucus. Plus de droit de faire des levées de fonds. Plus de droit de faire de l'organisation politique. Mettre fin aux voyages qui ne sont pas directement reliés aux fonctions législatives des sénateurs. Mais au lieu d'avancer dans cette direction, les conservateurs en rajoutent une couche. Alors qu'ils ont réduit le budget de la Chambre des communes, où, rappelons-le, tous les députés sont dûment élus, les conservateurs viennent d'augmenter le budget du Sénat pour un total de 92,5 millions. Quant aux règles administratives encadrant le Sénat, eh bien, même en ce siècle de technologie avancée, elles ne sont pas disponibles sur Internet. Pour en obtenir une copie, il faut faire une demande spéciale à l'administration du Sénat. Qu'est-ce qu'on y trouve quand on fait la demande? Des perles, Monsieur le Président. Alors, pour le plus grand plaisir de mes concitoyens, je vais vous en présenter quelques-unes. Première, les activités partisanes sont inhérentes et essentielles aux fonctions parlementaires d'un sénateur. Décidément, il faudra qu'on me l'explique, celle-là. Et malgré les 11 modifications apportées aux règles concernant les voyages, celles-ci permettent toujours aux sénateurs de prendre part à plusieurs activités partisanes. Deuxième perle, la politique régissant les déplacements des sénateurs emploie cette définition de fonction parlementaire. Entre autres, à l'élection d'un membre de la Chambre des communes, c'est nous ça, lors d'une élection tenue en vertu de la loi électorale du Canada. C'est drôle, je n'ai jamais vu un sénateur dans ma circonscription venir s'imprégner de la vague orange dans le but d'y saisir les attentes de changement que souhaitait une large partie de la population. La politique régissant les déplacements des sénateurs emploie aussi cette définition de fonction parlementaire réservée aux intérêts privés d'un sénateur ou d'un membre de sa famille ou de son foyer. En termes de latitude, difficile de faire beaucoup plus large. Mais je m'en voudrais de laisser croire que cet état de fait est le lot exclusif du Parti conservateur. Il va de soi que les libéraux qui les ont précédés utilisent le Sénat de la même façon. J'en ai pour preuve cette déclaration de M. Trudeau, fils, qui disait en essence que le problème au Sénat, c'est qu'il manquait maintenant de sénateurs libéraux. En conclusion, M. le Président, je vous dirais que, de l'avis de la Chambre, des mesures urgentes doivent être adoptées pour améliorer la reddition de comptes au Sénat en attendant l'arrivée d'une formation politique résolue à en finir avec une institution archaïque où des sénateurs non élus et non redevables font la pluie et le bon temps avec l'argent durement gagné par les citoyens de ce pays. Cette formation, c'est le NPD. Le moment, c'est l'élection de 2015. Et dans l'intervalle, c'est encore et toujours le NPD qui propose des solutions efficaces pour démontrer que les politiciens peuvent travailler en symbiose avec les préoccupations des Canadiens. J'espère que les autres partis présents à la Chambre des communes reconnaîtront les bien-fondés de cette motion et la supporteront à l'unanimité. Merci, M. le Président.